Oui, excusez-moi, tout à l'heure je vous ai fait la promotion, la présentation du diplôme universitaire du professeur David Noka sur la prise en charge médico-chirurgicale de l'obésité. Il y a également, donc, alors il n'y a pas de plaquette, pas de flyer, mais le professeur Antoine Avignon propose également un DU sur la nutrition de l'obésité chaque année, et vous pouvez également vous inscrire. Alors, on n'a pas de plaquette, mais si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un petit mail, ou sinon sur le site internet du CSO directement, où il y a toutes les coordonnées informatives. Voilà. Je vais laisser la parole au docteur Claire Jandel, qui va vous présenter la deuxième partie. On va commencer pour ne pas prendre de retard et laisser Madame de Lamberty s'exprimer. Et je vais co-modérer avec Antoine, la parole est essentiellement aussi aux adultes en situation d'obésité. Et donc, je vous laisse, Antoine, présenter Madame de Lamberty qui va parler une partie de cet après-midi. Oui. Oui, ça marche. Oui. Non, vous l'avez écouté. Il faut ouvrir le bouton. Ça marche. Ah oui, ça voilà. marche. Impeccable. Ça marche. Oui. Oui. Non, c'est pas Donc oui, effectivement, merci à Béatrix de Lamberty d'être venue et que j'ai justement connu Béatrix. Alors j'ai commencé par la connaître sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, où elle est active sur le plan de la thématique de l'obésité. Et elle a fait l'année dernière justement le diplôme d'université de nutrition des obésités et des complications métaboliques. Elle est très impliquée, je crois, dans les actions, mais elle va nous dire un peu plus sa formation, son origine et son application dans les patients. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, il est extrêmement difficile de construire des choses, de réfléchir aux choses et aux structurations des parcours sans avoir le regard des patients. Et donc, Béatrix, qui a de nombreuses formations dans le domaine, va nous donner cette vision par les patients, sur les patients qui ont été opérés d'une chirurgie bariatrique pour combien de temps? On a du temps, Béatrix. Oui, là, on a du temps. On a du temps. J'arrive juste pas à faire marcher le truc, donc voilà. On n'est tous pas arrivés, sans Marine, je n'arrive pas à sortir. que j'ai envoyé me chercher un café. Mais je n'arrive pas à sortir du PowerPoint. S'il y a quelqu'un d'un peu moins nouille que moi, comment on sort du PowerPoint? Parce qu'il est en train de défiler, alors que je ne l'ai pas demandé. Attendez, attention. Il faut juste sortir du PowerPoint, le sortir, le fermer. Voilà, parce qu'il est en train de défiler. Non, le sortir. Pourquoi vous voulez sortir? Parce okay. que j'en veux. Pour l'instant, il me gêne. En fait, il est en train de défiler. Alors que, voilà, merci beaucoup. Et voilà, c'est la vidéo maintenant. Ah. C'est la vidéo. Il faut cliquer dessus 2 fois, paraît-il. Oui. Vous l'avez essayé sur l'ordinateur? Ah ben, il m'a tout montré tout à l'heure, le champ, monsieur. Alors attendez, il faut peut-être cliquer hors champ. Il faut peut-être cliquer en dehors. Comment vous faites marcher la souris? Et non, mais on la voit pas bien. Vous voyez, c'est ça. Hop, elle a disparu. Hop, elle revient. Donc il faut cliquer une fois là, il m'a expliqué, et après double-cliquer sur l'icône. Ah oui, je la vois là, regardez. Je la vois, elle se balade là. Eh oui, mais... Et ça nous fait une belle champ. Oui, cliquez une fois là. Cliquez juste. Voilà, une fois là. Voilà, cliquez comme ça. Et théoriquement, après, on peut revenir sur le... C'est ce qu'il m'a dit, hein. Il faut revenir sur la vidéo. Oui, mais on la voit pas. Si, là, la souris. Ah. Voilà, il faut cliquer double, il m'a dit. Voilà. Je ne le vois pas pour l'instant. Et c'était qui ce charmant monsieur? Mais c'est monsieur-là qui est là-bas derrière. Il ne peut pas être au four et moi là. Ça ne marche pas? Ben non. Bon, alors du coup... lire. Oui, on va le faire comme ça, lire. Là-haut. Voilà. Oui, merci. Bah, écoutez, je ne sais pas, ça s'est bloqué tout. C'est vous le monsieur? Oui, c'est monsieur, super pointu. On va sortir ça. Je n'ai pas compris. Voilà, merci. Voilà, et là il y a la vidéo qui est lancée. Juste on n'a pas le son, si c'est normal. Non, alors, la vidéo... Voilà. Et là, il faudra faire lecture. Mais quand je serai là-haut, parce que je vais... Donc je dois attendre que vous soyez là-haut pour le son. Ça marche. Désolée pour ces petits... Pour ces petits soucis techniques. Mais ça va s'arranger. Donc on commence par le témoignage d'un patient du CHU, je crois, n'est-ce pas, qui est un jeune homme qui a eu un parcours de chirurgie bariatrique assez jeune. Et vous verrez que son témoignage est particulièrement intéressant.
Donc, on doit me donner le signal pour le son. C'est bon? D'accord. Je m'appelle Laurent, j'ai 20 ans, j'ai été opéré d'une chirurgie bariatrique en 2017. J'avais à cette époque 16 ans. L'idée de la chirurgie, elle m'est venue après plusieurs essais de centre d'amaigrissement, de régime. Et du coup, je me suis dit que le dernier recours était la chirurgie. J'en avais parlé à ma famille, à mes amis, les plus proches, les plus lointains. Et tout le monde était ravi, d'accord. Ils essayaient d'imaginer sans imaginer, parce que c'est compliqué de s'imaginer maigre, on va dire. Au début, mes parents, ils étaient pas pour la chirurgie. On a eu un petit moment de réflexion entre eux et moi. Par la suite, j'ai vu mon médecin traitant avec qui on a parlé de la chirurgie, où lui était un peu plus favorable. Et après, du coup, on en a parlé un peu tous ensemble. J'avais pas vraiment d'appréhension auprès de la chirurgie parce que j'ai ma mère qui a été opérée. D'accord. Donc ça m'a servi de pilier. Étant mineur, j'ai été obligé de faire mon parcours au centre hospitalier de Montpellier. J'ai été suivi par le professeur Noka, qui est un chirurgien pour l'obésité bariatrique sur Montpellier. La prise en charge a duré 1 an et demi entre le début et la date d'opération, avec un stage de 15 jours à l'Institut Saint-Pierre sur Palavas. La préparation, c'est un suivi psy, où on nous pose des questions, on essaye de comprendre le pourquoi du comment de l'obésité, des suivis diététiques, on nous parle de l'alimentation avant l'opération, après l'opération et bien plus dans l'avenir. On a le suivi avec le professeur Noka qu'on voit quelques fois aussi, où il nous explique les détails de la chirurgie, les conséquences. Oui, l'opération s'est bien passée, j'ai pas eu de complications par la suite, ni de mauvais retours. À l'hôpital, j'ai pas ressenti de douleur, un petit peu, mais c'est minime. Après, aucune douleur par la suite. J'ai été hospitalisé au CHU de Montpellier 5 jours. Je suis rentré la veille de l'opération et je suis ressorti 3 jours après l'opération. J'ai recommencé à manger solide à peu près 1 mois après la chirurgie. Les 15 premiers jours, j'étais sur quelque chose de liquide, souple. La première semaine, j'étais sur du fromage blanc, des yaourts nature, des yaourts aux fruits. Et la deuxième semaine, j'ai commencé de la floraline, de la purée bien liquide. Après haché, un peu plus solide au fur et à mesure, épaississeur. Oui, on explique les complications possibles. La dessoudure, je ne sais pas si ça se dit. Non, j'ai pas eu de complications après la chirurgie, ni les premiers mois, ni aujourd'hui, par la suite, j'en ai aucune. Alors, la perte de poids, elle s'est faite immédiatement. 1 semaine avant l'opération, pendant le régime protéiné, on perd déjà 5-10 kilos parce que le corps change. Par la suite de l'opération, en 1 mois, on a une perte de 20 kilos à peu près, je pense que c'est chez tout le monde. Un peu plus chez l'homme que chez la femme. Et après, j'ai beaucoup perdu. Sur ma première année, j'ai perdu 40 kilos. Sur ma deuxième année, ça a un peu stabilisé les premiers mois. Et après, par la suite, ça a repris. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'en suis à 70 kilos de perdu. Au départ, je pesais 145 kilos. Et aujourd'hui, 4 ans après l'opération, je fais 74 kilos. Donc ça fait un total de 70 kilos. Au niveau de l'activité physique, ça a été pour moi un peu compliqué. J'ai un travail qui me permet de faire du sport tout le temps et tous les jours. En étant serveur, on marche beaucoup. Donc c'est mon maintien physique de tous les jours. Mais j'ai pas vraiment de sport individuel ou collectif à côté. Après l'intervention, on ressent pas la faim. Pour moi, j'ai plus réappris du coup à manger correctement tout en me faisant plaisir quand j'en ai envie de me faire plaisir. Mais d'apprendre à manger, on va dire, de savoir ce que je mange et pourquoi je mange, surtout. Respecter les règles alimentaires, ça se fait généralement tout seul. Quand on est prêt à se faire opérer, quand on est dans le processus, au final, on sait quand on doit arrêter de manger, on sait quand on doit manger. Et tout se fait par un acheminement simple et dans la vie de tous les jours. Ça vient tout seul. On comprend vite le cheminement et
Notre corps refuse de suite, de toute façon, de manger plus que ce que l'on peut. La vie sociale, oui, elle est impactée parce qu'on change. On change physiquement, on change de caractère en même temps. Il y a un changement de caractère parce qu'il y a une prise de confiance en soi. Il y a le changement du regard des gens envers nous. Je trouve plus de plaisir à aller au restaurant maintenant parce que j'apprends à manger, on va dire. Enfin, je sais ce que je mange. On nous pose toujours la question, ça s'est bien passé, vous n'avez pas fini. Ouais. Mais du coup, on explique et sont compréhensibles. Soit on emporte, soit on n'emporte pas. Non, le parcours n'est pas difficile. Si c'est à refaire, je referai, je re-signe. Et parce que c'est une période d'1 an, on va dire, assez compliquée parce qu'il y a tout qui change, notre alimentation, notre vie, notre perte de poids, nos habits. Tout change, mais au final pour quelque chose de 100 fois mieux par la suite. Il y a eu des moments pas faciles où on se pose des questions, on maigrit, on perd du poids, on change, le caractère change, on s'en rend compte un minimum. Donc on se pose des questions, mais on a les suivis psy qui sont là pour ça et sur lesquels on peut compter. On trouve la motivation de remanger correctement, de faire un rééquilibrage alimentaire. Donc je pense que chaque chose a son temps. J'ai trouvé la motivation de rééquilibrer mon alimentation et je pense que viendra le temps où je trouverai la motivation du sport. Je serai à mon poids presque tous les jours. D'ailleurs, j'ai repris un peu de poids il y a 1 an et demi pendant le premier confinement. Là, j'ai refait attention, j'ai rechangé d'alimentation un peu plus stricte pour reperdre. J'avais repris 4 kilos. Donc il y a 1 an et demi, je faisais 84 kilos. J'ai été remonté sur du 88. Et sachant que j'étais déjà opéré par les chirurgies esthétiques du processus, j'ai reperdu mes 4 kilos en 1 mois. J'ai fait le body lift, on coupe la peau, le surplus de peau au niveau du ventre, du coup on recoue. Le surplus au niveau de derrière également, les lombaires je crois. Et après j'ai fait les pectoraux. Le body lift est pris en charge par la sécurité sociale de ça. Les pectoraux sont à la charge du patient parce que c'est comme ça. Donc voilà. Et par la suite, j'ai un creux qui s'est formé entre mon bassin et mes fesses. Là, ça a été comblé avec la graisse du corps. Au niveau chirurgie esthétique, j'ai été opéré 3 fois. Et bientôt une 4e fois parce que j'ai reperdu 10 kilos depuis le premier lift. Et du coup, il va falloir retendre un petit peu la peau. C'est douloureux. Le lift est très douloureux, mais c'est de la bonne douleur. Si c'est à refaire, je le referai aussi également sans aucun problème. Le coût de la chirurgie au niveau des pectoraux, c'est de 2 000 € à peu près pour 100% de la masse graisseuse à enlever ou de la peau. Ça peut être pris en charge, mais que si on a des glandes mammaires qui se sont développées chez l'homme alors qu'elles ne doivent pas être développées chez l'homme normalement. C'est pas facile. Désolée, mais je suis assez peu douée. Je n'arrive pas à voir la souris, c'est donc un problème. Le doué, c'est que ça marche pas très bien pour voir la souris à l'écran quand même, faut reconnaître. Je ne sais pas s'il n'est pas là le PowerPoint ou... Attendez, tous les gens. Sinon, il est... Ah oui, c'est ça. Hein? Là, mais, oui, là, je sais qu'on la voit là, la souris. Mais venez là. Venez là. Et le tout est de secouer la souris pour la voir apparaître. Mais Marine a le doigt magique et la souris n'apparaît toujours pas. Il faudra aller chercher mon PowerPoint du coup. Tournez. Mais non, on n'a pas du tout la même chose à l'écran ici. Non.
Non, on n'a pas du tout la même chose. Ça ne se voit pas à l'écran. Voilà. Ah, merci, vous êtes génial. Sur cet écran-là, on n'a pas du tout la même chose que ça. Merci. Voilà, donc tout arrive. Ouf, merci beaucoup à tout le monde. Alors attendez, parce que je me mets un truc pour le timing, parce que malheureusement je fais partie des gens bavards, donc c'est un peu épouvantable. Donc pour vous parler de la place du patient expert dans le parcours de chirurgie bariatrique, je ne sais pas ce que vous avez pensé de l'intervention de Laurent, mais on pourra en parler à la fin. Mais enfin, c'est un jeune homme qui a l'air extrêmement mature et qui finalement fait un peu un travail comme celui que fait un patient expert. Donc on va voir un peu de quoi nous allons parler. Donc voilà le menu. voilà. Bon courage, hein. Accrochez-vous. Donc nous avons vu la vidéo, nous allons parler un peu de ce que c'est le patient expert, envisager des pistes de réflexion, je vous dirai 2 mots de pourquoi j'ai fait ça, et puis mes sources et bien sûr mes remerciements, cela va de soi, et s'il vous reste du temps, vous pourrez poser des questions. Oui, promis, mais c'est pour ça que je me suis mis un truc pour checker le temps. Très bien, alors, comment on pourrait définir un patient expert? La définition de base, hein, c'est tout simplement quelqu'un qui a une connaissance expérientielle de sa propre pathologie, et qui est disposé à la partager. Et on va bien faire attention à cette histoire de sa propre pathologie, parce que parfois on a des petits soucis. Alors, auprès des patients, à quoi va servir ce patient expert? Eh bien, il va servir de trait d'union avec l'équipe médicale, et il va être un interprète des questionnements des patients. Ça marche dans les deux sens, c'est un peu un canal de circulation de l'information. Il y a des personnes qui ne vont pas trop oser parler, poser des questions aux médecins. Quand il y a des réunions en fait, collectives, quelquefois c'est compliqué de poser des questions. Le patient expert connaît le type de questions qui peut être posé et il peut anticiper et poser des questions et aider les patients quelquefois à comprendre. Quelquefois, ce n'est pas facile de se dire qu'on a peut-être une maladie chronique, de se dire qu'on va devoir avoir une opération. Il y a beaucoup d'angoisse et de stress. Et le vécu du patient expert et sa capacité à essayer de transcrire, ça aide énormément les patients. C'est aussi la possibilité d'être soutenu, d'être écouté. Il y a des parcours de vie qui sont difficiles, on l'a évoqué ce matin. C'est un modèle identificateur rassurant parce qu'en fait, c'est un vécu commun d'une maladie, donc on parle le même langage, on a la même expérience, ça rassure beaucoup. J'ai quelqu'un qui m'a dit que, par exemple, il avait traversé une période de dépression qui avait été assez grave et qu'il se sentait extrêmement seul, et le fait d'échanger avec un ami qui avait vécu la même chose, ça l'avait beaucoup aidé parce qu'il s'était dit j'ai une chance de m'en sortir puisqu'il s'en est sorti. Et ça, je crois que c'est très très important, cette dimension d'identification à l'expérience de l'autre, même si on sait que chaque expérience est unique. Fondamentalement. Alors, auprès des soignants, à quoi sert le patient expert? En fait, il peut participer aux réunions d'information. L'idée, c'est d'aider à rassurer les patients anxieux. C'est un peu le revers de médaille de ce qu'on disait tout à l'heure. C'est aider à comprendre le ressenti du patient, parce que le praticien, bien sûr qu'il y en a qui sont extrêmement à l'écoute et on les remercie, mais il y en a peut-être un peu moins, ou pour qui, voilà, c'est pas si évident de voir l'aspect, la dimension, en fait, de ressenti du patient. Donc, c'est important de pouvoir dire, vous comprenez, en face de situation, voilà ce que pense le patient, donc comment est-ce qu'on peut lui parler pour améliorer les choses. Ça permet aussi de diffuser des informations de manière vulgarisée, de redire, mais dans un langage moins technique, parce que quelquefois c'est un peu compliqué. Le patient expert peut réaliser des bilans d'éducation partagée, co-construire des parcours d'éducation thérapeutique. Il peut participer aussi à la formation des soignants et des futurs soignants. Et simplement, il faut savoir qu'il y a certaines équipes pour qui c'est un peu déstabilisant de travailler avec des patients experts parce que certaines équipes ont un peu l'idée que c'est un peu incontrôlable, un peu ingérable, ça va peut-être déborder, ils vont intervenir, ils ne vont pas être à leur place. C'est donc pas très très simple et on est quand même dans quelque chose d'un peu nouveau, cette histoire de patients experts, en tout cas en France. En Amérique du Nord, ça marche un peu plus, et Canada en particulier, mais pour nous, c'est quand même un peu nouveau. En tout cas, dans le champ de l'obésité, c'est franchement nouveau. Alors, toutefois, qu'est-ce qu'un patient expert ne doit pas être ou ne doit pas faire? Déjà, donner des conseils sur le parcours patient. T'as qu'à faire ci, vous avez qu'à, on devrait. Non, ça, ce n'est pas la place du patient expert. Il y a les médecins qui sont là pour donner des informations pointues et pour orienter éventuellement le choix du protocole. Par exemple, je vois souvent des discussions sur le sleeve, le bypass. Bon, donc, la plupart du temps, quand j'ai ça, je dis, écoutez, vous en parlez avec votre chirurgien parce que ce n'est pas vous qui décidez, ce n'est pas le patient expert qui décide, c'est vraiment quelque chose qui se fait avec le chirurgien qui va vous permettre de comprendre ce qui est le mieux pour votre situation à vous, qui n'est pas celle du voisin. Et il ne peut évidemment pas intervenir dans les décisions médicales, ni se croire investi d'un pouvoir. Donc ça, c'est le côté un petit peu dangereux, on va peut-être évoquer ça tout à l'heure. Se croire indispensable, ça va très bien, le truc va très bien tourner sans le patient expert. Donc il faut avoir l'humilité de se dire que, bon,
Ben voilà, on essaie de faire ce qu'on peut. C'est bien si on est là et si on peut aider, mais en même temps, ça va se faire même sans nous. Plaquer son histoire sur le patient. Je disais tout à l'heure que chaque parcours est très très particulier, donc il faut être très vigilant et prudent. Il faut être plutôt dans l'écoute que dans le « je te dis comment c'est ». Donc c'est difficile, délicat. Et penser que sa propre expérience est forcément la meilleure, ça aussi. Ça fait partie. Ce que je vous décris là sont des choses expérimentées, vécues, témoignées. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Alors, quelles sont les limites? En fait, ça ne suffit pas d'avoir une expérience d'un parcours patient en chirurgie bariatrique et en obésité. Il faut autre chose. Il faut une formation. C'est vraiment, vraiment, vraiment nécessaire. Je connais 2 structures, il y en a peut-être d'autres, mais 2 structures qui proposent des formations de patients experts en obésité, pas en chirurgie, parce qu'évidemment, toutes les personnes en situation d'obésité ne sont pas opérées. C'est l'association En Date à Paris, et puis la Ligue contre l'obésité aussi, qui a ouvert une formation de patients experts. S'il y en a d'autres, je veux bien le savoir. Alors, bon, voilà, ce n'est pas pour frimer, mais c'est pour vous dire que c'est vrai que j'ai fait la formation. Je ne l'ai pas inventée. Et donc, je l'ai fait chez En Date. Et puis, j'ai aussi fait un certificat en éducation thérapeutique. Voilà. Alors, il n'y a pas que ça. C'est bien la formation, mais il va falloir passer à autre chose aussi. Si on veut pouvoir aider d'autres personnes dans le même domaine, dans nos propres problématiques, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce que finalement, si un médecin soigne un patient, le médecin n'a pas la maladie du patient. Donc, il a un recul par rapport à ça que n'a pas nécessairement le patient expert. C'est toute la difficulté. Il faut donc faire un travail pour pouvoir se situer par rapport à son parcours de vie, son expérience, sa vie avec la maladie, pour être capable d'aider les autres de façon neutre, en fait. Et donc, et ça, je vous l'évoquais tout à l'heure, mais ça, malheureusement, on a vu ça, et quelqu'un m'en a parlé il n'y a pas longtemps, on n'est pas compétent dans toutes les pathologies. C'est-à-dire que le savoir expérientiel de sa propre pathologie, ça ne veut pas dire que, par exemple, moi, il se trouve que mon petit certificat, il y a écrit obésité, troubles du comportement alimentaire et diabète, mais je ne peux pas me reconnaître compétente pour aider un patient qui vit avec le diabète. Je n'ai pas le diabète, je n'ai pas l'expérience de ce que c'est que vivre avec le diabète. Je ne m'autoriserai pas du tout à avoir cette fonction auprès d'une personne vivant avec le diabète. Et donc, j'ai parlé à quelqu'un qui m'a dit qu'il a vu des personnes qui avaient une formation dans le champ du cancer, par exemple, et qui allaient faire patient expert dans des domaines qui n'avaient absolument rien à voir. Je ne pense pas que ce soit prudent, parce qu'il faut vraiment avoir vécu la maladie. Et il faut avoir fait la paix avec son ancienne image. Alors, j'ai mis entre parenthèses ancienne, parce qu'elle est vraiment, je ne sais pas si elle est vraiment ancienne au bout du compte. Et donc, je vous mets un petit exemple. Ça, c'est moi, en fait, il y a quelques années, avant de faire une chirurgie bariatrique. Donc, si je ne peux pas faire la paix avec ma propre image, je vais avoir des difficultés à avancer dans ma vie, en fait. Du coup, comment est-ce que je vais pouvoir aider les autres à faire la paix avec leur image? Et c'est vraiment important. Et j'en profite pour dire que ça ne me fait pas rigoler de voir ces images, parce que ça raconte une histoire, en fait. Une histoire qui a été tout sauf facile. Mais c'est moi. C'est moi. Quoi qu'il arrive, c'est moi. C'est mon histoire, et ce que je suis aujourd'hui, c'est le produit aussi de ça. Donc, on ne peut pas nier. Et j'entends des personnes qui ont été opérées et qui disent quelle horreur, plus jamais ça, c'est épouvantable, ouf, je suis sauvée, je ne suis plus comme ça. Maintenant, c'est toujours toi, chérie. Mais oui, et c'est génial. Et c'est toi avec une histoire de vie, avec un parcours qui a une valeur, en fait. Donc, c'est ça. Il ne faut pas se détruire ça. Ça, c'est aussi moi, quoi qu'il arrive. Et j'ai une copine bien intentionnée qui me dit tu es sûre que c'est une photo d'avant de toi, mais tu n'as pas beaucoup changé, en fait. Merci. Et il y a des copines. Alors, pour le patient, à quoi ça sert d'avoir un patient expert dans une réunion pour présenter, par exemple, la chirurgie de l'obésité ou dans un programme d'accompagnement? Ça diminue l'anxiété liée au fait qu'il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Ça calme. Tout de suite, on se dit, voilà, on va pouvoir parler à quelqu'un qui comprend, qui va parler un langage qui est plus proche de nous. Ça donne en général plus de proactivité dans le parcours de soins, donc la personne va s'investir un peu plus. Elle va mieux comprendre sa pathologie, puisqu'il faut défaire, dénouer quelquefois le langage. Alors moi, j'interviens comme patient expert une fois par mois dans une clinique à Agen, et à chaque fois, ça ne rate pas. Donc il y a un PowerPoint du chirurgien qui est très bien fait, et vraiment, le chirurgien est très chouette. Mais à chaque fois, il dit, bon voilà, il va falloir faire du sport, c'est très important, vous en faites avant, masse musculaire, tata, et puis après, il ne faut pas louper le coche là-dessus, etc. Mais alors bien sûr, ne faites pas de sport que vous n'aimez pas, faites un sport que vous aimez. Alors ça, si ce n'est pas une injonction paradoxale, je ne sais pas ce que c'est, parce que les personnes en situation d'obésité ont horreur de faire du sport. Mais alors elles détestent, d'accord? Donc je ne vois pas comment, si on déteste le sport, on peut en choisir un qu'on va aimer. Ça, moi, je ne sais pas comment vous faites, transposer ça sur autre chose, ça ne marche pas.
Donc j'arrive derrière avec mon petit truc et je dis oui, alors le mot sport, mesdames et messieurs, nous savons bien que ça nous donne des boutons. Donc je vous propose de parler d'activité physique pour commencer. Et deuxièmement, pourquoi ne pas s'intéresser au fait que, par exemple, si on va faire des courses, au lieu de se garer devant la porte d'entrée du magasin, on peut se garer à l'autre bout du parking. Donc déjà, on aura fait 500 mètres aller-retour à pied. Évidemment pas si vous achetez des packs d'eau. Mais voilà, au moins vous aurez fait ça. Ou vous pouvez passer, si vous aimez de la musique cubaine, vous passez votre aspirateur avec la musique cubaine à fond. Et vous aurez bougé. Donc, essayez de dédramatiser, en fait. D'être dans le sens du chirurgien qui explique, mais de dédramatiser. Donc, une meilleure adhésion au traitement, du coup, parce que si j'arrive à dire ça en rigolant, si je peux vous faire sourire, et eux aussi. Donc, ça permet aussi d'augmenter le fameux pouvoir d'agir, l'empowerment, c'est-à-dire la prise en main de sa propre vie pour aller vers un mieux-être. Alors, ce que j'ai cité, où j'ai mis une petite astérisque, c'est j'ai assisté à une conférence de Madame Régis, qui est professeure à la faculté de droit à Montréal, et qui a fait une présentation super intéressante. Elle a fait un travail, c'est 25 pages de topo, mais elle a eu la gentillesse de m'envoyer son PowerPoint. Ouf. Ça faisait un peu moins de données à analyser, et en fait, ça m'a aidé en fait, pour préparer mon propre truc. Donc, merci à elle. Alors, pour le patient expert, quel résultat? Eh bien, ça aide le patient expert souvent à sa propre réparation, parce qu'il y a souvent une blessure. On évoquait ce matin les personnes qui ont un vécu douloureux, la prise de poids est liée à des troubles alimentaires qui sont liés à un vécu de violence, etc. Donc, c'est une possibilité de réparation de soi à l'écoute des autres. Et quelquefois, on entend des choses, des témoignages, et on réfléchit, on se dit, tiens, mais formidable quand même, hein, là, je ferais bien d'en prendre de la graine. Enfin, il y a tout ce travail réflexif qui est très important et qui est, à mon sens, assez essentiel. Donc, on se sent utile. Moi, j'ai cette notion de recyclage depuis que je vis à la campagne. J'ai un compost. Et donc, ça a une valeur très symbolique pour moi, en fait, le compost. C'est une façon de recycler. Donc, on recycle sa propre expérience, tout simplement. Elle sert à quelque chose. Pour l'équipe médicale, à quoi ça sert? On peut identifier des difficultés. Le patient ne va pas toujours confier ses difficultés. Il y a des choses un peu intimes, un peu compliquées, un peu délicates qu'on n'ose pas forcément dire à un médecin, quelle que soit son empathie. Et donc, en parler avec des pairs, voilà, on se sent entendu et compris dans des toutes petites choses qu'on n'osait pas dire. Et puis, ça peut permettre, si je m'autorise à dire ça, ça permet à l'équipe médicale aussi d'améliorer sa pratique, en fait, d'avoir des retours et de dire « Ah, bon, là, il faudrait peut-être qu'on voit un peu comment on va dire ça ou comment on va faire ça. » Toujours pareil, merci Madame Régis. Alors, on réfléchit quand même à un cadre d'exercice, parce que c'est bien gentil d'avoir des gens qui viennent donner un coup de main, mais comment ça marche? Peut-être que si on recrute un patient expert, ça ne mangerait pas de pain d'aller voir, de lui demander un extrait du casier numéro 3, enfin, du numéro 3 de son casier judiciaire. Parce que finalement, voilà, qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière la démarche? Donc ça peut être utile. Peut-être un entretien pour vérifier si la personne est capable de vulgariser l'information, si elle peut aider la personne à devenir actrice de ses soins. Est-ce qu'elle va savoir s'intégrer à une équipe clinique? Est-ce qu'elle va savoir mesurer les limites de son intervention, son rôle? Est-ce qu'elle va pouvoir raconter son histoire de façon pédagogique? Est-ce qu'elle sait écouter? Et qu'est-ce qui sous-tend l'engagement en bénévolat? Quand on sait qu'on a des personnes qui sont souvent blessées, comme je le disais, abîmées par la vie, qui n'ont pas forcément du recul sur leur histoire, pour elles, ça peut amener à une décompensation, à des moments très difficiles. Donc c'est important de vérifier que la personne psychiquement est solide et que sa démarche n'est pas, par exemple, une volonté de pouvoir, parce que ça, malheureusement, c'est des choses qu'on a pu voir, et c'est prudent de vérifier ça. Alors, un contrat, pas un contrat, ça après, chacun voit comme il fait, mais il faut bien définir les limites d'intervention du patient expert, son droit à interrompre son engagement. Après tout, il peut être fatigué, souffrant, avoir un problème. Le droit du patient à refuser, aussi, la présence du patient expert, ça paraît normal. Le droit du service à le remercier, notamment si on s'aperçoit que le patient lui-même, n'oublions pas qu'il est patient, donc il peut avoir des problèmes de santé, ne plus être en état, mais se faire quand même un devoir, donc de pouvoir lui dire, écoutez, merci, voilà, on voit que ça ne va pas bien. Stipuler la confidentialité, c'est absolument vital. La formation, ça aussi, c'est vital, parce que c'est vraiment cette nécessité d'être capable de prendre un recul. La supervision, le travail sur soi. Il faut trouver aussi là quelque chose. Après tout, toutes les personnes qui font un travail d'accompagnement, que ce soit dans la psychologie, la psychiatrie, etc., sont des personnes qui sont en supervision, les coachs, tout ça, parce que quelquefois, ça nous interpelle le vécu de l'autre et que c'est pas très facile et qu'on a besoin de pouvoir en discuter et savoir se situer par rapport à ça. Donc ça paraît quand même intéressant.
Une assurance responsabilité civile, qu'est-ce qui se passe? Moi, je fais un aller-retour, ça fait quoi? 50 minutes de route aller. Je peux avoir un accident. Bon, ben, ça sera un accident de voiture, point. Hein, c'est sûr, ce ne sera pas un accident du travail. Mais bon, il faut peut-être réfléchir à cette question-là. Quelle reconnaissance pour le patient expert dans son action, qui a une utilité, on va dire? Est-ce qu'il est bénévole? Est-ce qu'on prend ses frais en charge? Donc, pour le coup, pour Agen, c'est 11 € l'aller-retour, hein, plus le parking de 50. Alors, comme je fais ce que je dis, je me gare au parking de l'Aldi, qui est à 500 mètres. Donc, du coup, c'est gratuit. Par contre, l'essence, non. Est-ce qu'il est rémunéré? Alors, j'ai vu passer ces temps-ci tout un travail, une réflexion sur peut-être l'idée qui pourrait être de créer un vrai métier avec une certification au registre national, j'ai oublié, RNCP, mais vous savez mieux que moi, des professionnels, certificat professionnel peut-être, avec un tronc commun, toute pathologie confondue, et qui serait vraiment le travail de soi par rapport à sa pathologie, etc. Et puis, ensuite, des spécialités selon les pathologies des personnes concernées. Et puis, peut-être vous avez vu passer ça, il y a un collectif statut patient expert partenaire avec un questionnaire pour essayer de faire un état des lieux et d'envoyer ça au ministère de la Santé pour voir ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut définir un peu quelque chose que pour l'instant, c'est un peu chacun fait son truc dans son coin. Alors, il ne faut pas oublier que le patient expert est un patient. Ça veut dire donc qu'il a une fragilité de santé, des difficultés de santé. On a dit que c'était une maladie, tout à l'heure Antoine Avignon l'a rappelé, c'est une maladie chronique évolutive. Donc à un moment donné, le patient expert lui-même peut être confronté à un problème, à un échec et se sentir mal. Et donc va toujours avoir un petit œil, savoir si tout va bien. Et il n'est pas qu'un patient non plus, en fait. Et ça, c'est quelque chose que je vis régulièrement et sur lequel je m'autorise à insister un tout petit peu. C'est-à-dire que, de même qu'un médecin n'est pas qu'un médecin, c'est-à-dire qu'il peut être pianiste, père de famille, fille d'une arrière-grand-mère adorée, j'en sais rien. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut savoir faire et qui sortent du champ de sa profession, en fait. Ben, c'est pareil pour le patient expert. En fait, c'est un patient, oui, mais pas que, en fait. Il a aussi un cerveau, des capacités, des compétences, une expérience, etc., des talents. Et donc, c'est important d'en tenir compte. Et je voudrais dire un truc qui compte pas mal pour moi comme vision des choses, c'est que le ressort de la santé, ça relève du besoin physiologique. C'est la base de cette fameuse pyramide dite de Maslow, parce que c'est Abraham Maslow qui l'a codifié comme ça, mais je pense que d'autres ont pu s'y intéresser. Et que quand on monte dans cette pyramide, on va retrouver des choses très importantes qui sont besoin d'appartenance, d'estime, besoin de s'accomplir. Et il y a toute cette dimension-là chez la personne accompagnée, comme chez la personne accompagnante. Et ça, à mon avis, pour aider les personnes qui vivent avec l'obésité, c'est une clé absolue de tenir compte de ça. Et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, le patient n'est pas que le patient. Ça rejoint aussi le médecin n'est pas que le médecin. Voilà, nous sommes tous des êtres pensants et désirants, avec des talents, des spécialités, et c'est dans cette globalité-là qu'il faut voir le patient expert comme le patient. Un peu de paradoxe, c'est mon grand truc ça, l'injonction paradoxale. J'ai toujours été très frappée par ça. Alors, beaucoup de patients, même en parcours bariatrique, ne se voient pas comme des malades et considèrent que la chirurgie est un miracle. Donc, c'est certain que les pauvres peuvent être confrontés à des échecs avec cette vision-là. Ce qui est assez étonnant, en fait, j'ai même vu, je suis inscrite dans un groupe Facebook sur la chirurgie bariatrique pour voir un peu les échanges, etc. Et j'ai vu une personne qui écrivait, voilà, je ne comprends pas pourquoi, 6 mois de parcours préparatoire, t'as eu combien, et lui, et elle, moins, elle, plus, enfin bon, bref. Des comptes d'apothicaire un peu, quand on sait que c'est quand même 6 mois le minimum, hein, la HAS. Et quelqu'un a écrit « Ah oui, non, mais c'est parce que le parcours, c'est au moins 6 mois, voire 1 an, mais c'est que pour les personnes qui sont malades. » Donc en fait, toi, tu as un IMC de 40, tu vas avoir une chirurgie bariatrique, tu vas rentrer à l'hôpital, tu vas avoir des médecins, des infirmières, des aides-soignants qui vont s'occuper de toi et tu n'es pas malade. Il y a un truc qui ne va pas, en fait. Voilà. Et ça, c'est, à mon avis, une des caractéristiques du déni. Et ce déni est beaucoup lié au vécu, et Antoine Avignon l'a rappelé tout à l'heure, à la stigmatisation, à la difficulté de vivre avec cette maladie, en fait. Donc on s'enferme dans quelque chose qui est, les gens sont méchants avec moi, il y a de la grossophobie dans le monde, ça je vous confirme, oui, il y en a un paquet, ça on est bien d'accord. Ça n'exclut pas le fait qu'on est dans une situation avec des problèmes de santé. Les deux choses peuvent coexister sans problème. Et alors, je pense que le fait qu'il n'y ait pas cette reconnaissance en ALD joue un rôle, parce qu'en fait, les patients, pour eux, c'est difficile de s'entendre dire qu'ils ont un problème de santé. Ah bah oui, mais c'est pas reconnu. Et puis donc, c'est toi qui vas payer ton sport pour aller mieux, puis c'est toi qui vas payer les séances chez la diète pour aller mieux, et c'est toi, etc. Donc c'est très compliqué, en fait. Il y a cette dimension paradoxale qui fait que le parcours est complexe,
et que les patients, pour eux, l'accompagnement, ils ne le voient pas comme forcément utile du coup. Voilà. Alors, c'est important de distinguer patients experts et association de patients ou d'usagers. Dans l'association, bon, c'est essentiel, hein, le mouvement associatif est absolument fondamental. J'ai, moi, été dans une association, enfin la première association qui a été créée en 1989, donc ça date un peu des Romains, qui n'existe plus aujourd'hui malheureusement, mais qui a fait beaucoup de choses. Et le mouvement associatif, c'était Allegro Fortissimo. Et ce mouvement associatif est vraiment extrêmement important pour avoir un lieu de partage, un lieu où on n'est pas jugé, où on peut avoir des activités ensemble en commun. Alors, par exemple, on avait des cours d'aquagym. Alors, se mettre en maillot de bain quand on a des kilos en trop, c'est assez peu évident, mais tout d'un coup, si on est plusieurs, ben, c'est pas grave. Et au bout d'un moment, c'est devenu même pas grave que le beau maître nageur jeune soit là. Et non, on s'en fichait de son regard, il était adorable, ça se passait très bien. Et donc, voilà, il y avait beaucoup de choses qui pouvaient être faites ensemble. C'est vraiment un partage. C'est des projets communs, des activités de toutes sortes, dans tous les domaines, peut-être des sorties au restaurant. C'est pas toujours facile d'aller au restaurant quand on est gros, mais c'est vraiment indispensable. Mais il y a une grande différence avec la notion de patient expert, c'est que dans une association, on est tous égaux en fait. On partage une même démarche. On n'est pas dans un accompagnement, j'allais dire, quasi professionnel de l'autre. On est là pour soi aussi. Donc et puis on n'a pas non plus d'obligation de travail sur soi, ni d'obligation de formation. Donc c'est un champ un peu différent. Bien. Alors, quelques personnes qui ont fait beaucoup de travail dans le champ du patient expert, mais pas dans le champ de l'obésité, parce que c'est là qu'on a un vide. Ben, professeure Catherine Touré-Turgis, je pense que tout le monde a entendu parler, c'est pas compliqué. Elle a créé donc une chaire à la Sorbonne, elle a créé l'Université des patients, elle a lancé 3 diplômes. Madame Olivia Gross, que je remercie au passage, parce qu'elle est titulaire de la chaire de recherche sur l'engagement des patients. Donc, elle m'a aussi communiqué des données. Luigi Flora, qui est, je crois, un peu plus ou moins en France, le premier patient expert, ça date du temps du sida. Donc lui, il a une histoire très très compliquée et il a construit son propre parcours. Voilà, il est très investi dans la démarche. Vous avez des tas de structures qui travaillent autour, qui font de l'ETP, mais qui sont aussi en réflexion sur le statut du patient expert ou sa place. Vous avez la plateforme Etna, dont un des slogans, c'est « Donner leur place aux usagers partenaires ». Vous avez Tomo, fondé par Arthur Maisonnier. Alors, parce que tout à l'heure, le professeur Ziegler a parlé, en fait, d'essayer de coordonner, fédérer les patients experts, ce qui est d'y voir un peu clair là-dedans. C'est ce que fait Arthur avec sa plateforme, parce qu'en fait, il propose que les patients experts s'y enregistrent, donc soit facile à trouver. Les patients s'engagent. Damien Dubois, qui lui vit avec le cancer, un cancer chronique, qui a créé Les patients s'engagent et qui propose, fait des portraits en fait de patients engagés. Donc c'est assez intéressant. Il y en a dans tous les domaines. Vous avez aussi l'Institut français d'expérience patient qui fait un travail. Et puis j'ai trouvé ça, un média destiné aux patients et qui met en évidence aussi des parcours. Ça s'appelle We Are Patients. Qui essaye d'unifier, d'échanger, de créer des choses pour aider les gens qui vivent avec une maladie chronique. Il y a un colloque international sur le partenariat de soins avec les patients qui va avoir lieu à Rennes début octobre. Voilà. Et puis alors, ah oui, il faut que je vous parle de mon petit parcours personnel. Très bien. Donc, je suis arrivée par accident un peu dans le partenariat patient parce que je voulais faire de la formation pour les futurs soignants. Je me suis rendu compte à travers mon histoire avec les problèmes de santé liés à l'obésité, tout ça, la chirurgie, j'ai perdu beaucoup de poids avec la chirurgie, j'ai une gastrique, c'était tout un truc. Je suis entrée dans une autre dimension de l'existence, même pas la mienne, l'existence en général, en 2009 avec ce anneau gastrique parce que je suis entrée dans le monde de la santé que je ne connaissais pas du tout, l'hôpital, la clinique, tout ça, c'était complètement nouveau, avec des chirurgies apparatrices, etc. Et donc ça a été vraiment une nécessité vitale de réfléchir et d'essayer de comprendre ce qui était en train de se passer. Et quand j'ai repris du poids, parce que bon, A, malheureusement on en reprend, ça c'est sûr, mais B, j'ai eu un certain choc, j'ai failli perdre la vue, et j'ai eu une intervention chirurgicale, et on m'a dit, dans un mois on saura si c'est réussi. Donc j'ai eu, en un mois, largement eu le temps d'avoir peur, et donc de me jeter sur plutôt le pâté, les rillettes et le chocolat que quoi que ce soit d'autre. C'était une compulsion qui était liée à une trouille épouvantable, et donc j'ai repris 7-8 kilos. Donc, ça a été très douloureux. J'ai compris là, et je n'étais pas prévenue, j'ai compris là que la chirurgie, ça ne faisait pas tout et que oui, on reprenait du poids. Bien. Donc, j'ai cherché à me faire aider. J'ai trouvé, c'est là que j'ai trouvé l'association en date, et j'ai été très bien aidée. Et puis, dans le même temps, j'allais régulièrement, tous les ans, depuis peut-être 7-8 ans maintenant, je vais au colloque de la chirurgie de l'obésité. Et j'ai entendu à Nice, le professeur Jean Mouyel, qui était cité tout à l'heure, et j'avais bien aimé sa façon de parler du patient, et je suis allée le trouver.
Et je lui ai dit, monsieur, voilà, je voudrais participer à la formation des futurs soignants, comment on fait, etc. Voilà mon idée. Et il m'a dit, oulala, madame, vous voulez former des médecins, vous? Vous n'êtes pas médecin? Non. Oubliez. Donc je me sentais encouragée. Il m'a dit, mais si vous faites de l'ETP ou une formation patient expert, ah, là, ça va marcher. Bien. Et à ce moment-là, l'association Date a ouvert sa première formation patient expert. Si ce n'est pas de la synchronicité, je ne sais pas ce que c'est. Et donc, voilà, me voilà embarquée, je fais cette formation patient expert, j'enchaîne sur ETP. Sauf que ça n'a pas beaucoup changé le monde. Hein. C'est-à-dire, moi, ça m'a aidé à réfléchir. Ça m'a permis de comprendre énormément de choses. Ça m'a permis d'être mieux capable de partager avec d'autres, d'écouter d'autres. Par ailleurs, il se trouve que j'ai fait aussi une formation d'accompagnement professionnel, etc. Donc, cette démarche-là, qui est de partager son expérience pour aider d'autres à avancer moins durement, parce que mon parcours était extrêmement violent, honnêtement. Donc, ça, c'était bien. De ce côté-là, c'était bien avancé. En revanche, la crédibilité vis-à-vis des soignants, je ne peux pas dire que ça ait grimpé terrifiamment, quoi. Et c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est un peu, on est dans un système qui est un système de cases. Donc, c'est sûr que, pour vous prendre un exemple, si vous êtes femme de chambre dans un grand hôtel aux États-Unis, si vous bossez dur, vous pourrez un jour posséder l'hôtel et en avoir la direction. Il n'y aura aucun problème. Et votre parcours, d'avoir démarré à la base, c'est sans problème. Je ne suis pas sûre que ça marche en France. Tu es femme de chambre, tu restes femme de chambre. Voilà. Donc, c'est un constat que je suis en train de faire. Je ne me décourage pas, je vous rassure. D'ailleurs, comme vous pouvez voir, je prends la parole. Et j'ai été invitée, et merci beaucoup. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que c'est un ensemble de travail de deuil successifs dans lesquels je me suis retrouvée avec ça. Donc, oui, ça me donne un outil pour aller à Agen. C'est moi qui me suis proposée auprès du chirurgien pour lui proposer d'aider les patients qui reçoivent en réunion pour partager, etc. Je suis très contente de le faire. Et en plus, c'est vraiment un super chirurgien. Mais moi, finalement, je me rends compte que mon travail à moi, c'est plus de faire de la pédagogie vers les futurs soignants. C'est plutôt ça, ma fibre à moi, si vous voulez. Et c'est pour ça que, voilà. Bien. Alors, je vous donne quelques mots sur mes sources. Donc, Catherine Régis, qui a travaillé donc, au Canada avec la Boutrouille et Marc-Pascal Paumet. Vous avez... donc, j'ai eu pitié de vous, hein, je vous ai fait des petits machins, là, des petits QR codes. Je me suis bien amusée à faire ça. J'ai découvert comment ça marchait. Donc, c'est plus facile de flasher ça que d'aller se recopier. C'est monstrueux, voilà. Vous avez une version, le premier c'est un écrit de 25 pages et le second c'est un podcast, mais c'est très intéressant hein, ce qu'elle soulève. Je vous propose, ça c'est notamment Luigi Flora qui a participé à ce travail avec Alexandre Berkes qui travaille beaucoup sur la notion de patient expert, donc le fameux modèle de Montréal évoqué tout à l'heure pour professeur Zwiller. Donc sur voilà, co-construire la santé en partenariat avec les patients et le public, comment on fait, comment ça marche, etc. Mais il y a des tonnes de travaux, vous allez trouver beaucoup de choses. Je peux tourner la page ? Voilà. Alors, une très intéressante conférence, d'autant plus, ça tombe bien que M. Viala est de l'Université de Montpellier, donc les rencontres d'Hippocrate, le droit des malades dans tous ses états 20 ans après. Donc, une très très intéressante vidéo qu'il a réalisée, enfin, une conférence qu'il a fait avec Thérèse Psuc dans le cadre des rencontres d'Hippocrate. Thérèse Psuc, qui, elle, s'est vraiment beaucoup investie aussi, qui est une ancienne infirmière, enfin, une infirmière à la retraite, le mot ancien, c'est pas joli, et qui s'est investie beaucoup dans le parcours patient. Donc, pareil, je me suis amusée, je les ai fait en couleur et tout, les fameux QR codes. Voilà pour cette vidéo. Sinon, si vous tapez Viala Psuc dans YouTube, vous allez trouver. Hein. Olivia Gross, dont je vous parlais tout à l'heure, et Rémi Gagnère ont travaillé aussi sur la notion de pouvoir, de savoir des patients. Avec ça, par contre, ce QR code-là, c'est pour le suivant. C'est un papier d'Olivia Gross, donc, avec Philippe Maugiron sur « Non, les médiateurs de santé père ne sont ni un mirage ni un poison ». Pas plus que ne l'est la professionnalisation des patients généraux. Et en fait, c'est une réponse d'un article d'un certain Clément Bonnet qui a écrit « Professionnalisation des pères aidants, une impasse ». Pour l'interrogation, merci Monsieur Bonnet, c'est pas sympa. Jean-Baptiste, j'espère qu'il n'est pas de ta famille. Et voilà. Donc, quelques éléments, en fait, pour réfléchir sur ce statut du patient expert ou du père aidant. Je m'aperçois que j'ai loupé une page, en fait. Et c'est très ennuyeux, figurez-vous. Je vous prie de m'excuser, mais on va remonter parce que je vais retrouver ma page absolument, mais il n'y en a pas pour longtemps. Hein. C'est le point... Ah ben oui, elle a disparu ma page. C'est grave ça, docteur. Oui, alors c'était ça. Et c'était le problème, c'était, ben oui, écoutez, je ne sais pas ce qu'est devenu cette page. Bon, ben c'est pas grave, on va survivre. Et la page, c'était un questionnement sémantique sur l'utilisation du langage, c'est-à-dire, est-ce qu'on devrait vraiment dire, voilà, est-ce qu'on devrait vraiment dire patient expert? Ce mot expert fait grincer les dents un paquet de gens.
Parce qu'il ne faut pas confondre savoir expérientiel et expertise, ce sont deux choses différentes. Finalement, le médecin, le chirurgien, etc., sont des experts dans leur domaine. Du coup, il y a une espèce de discussion qui ne s'en mange pas toujours bien. Donc, patient partenaire, patient médiateur, médiateur de santé père, père aidant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Patient chercheur. Personnellement, je fais pas mal de recherches. Patient formateur. Bref, je pense qu'il y a un travail à faire pour trouver une expression qui convient bien, mais et qui ne soit pas extravagante non plus, en fait. Parce que oui, savoir expérientiel, on est d'accord, mais expertise, attention que ça n'induise pas quelque chose d'inexact. Donc voilà, tant pis pour ma page, parce qu'elle est devenue. Bien. Donc je voudrais remercier bien sûr beaucoup Antoine Avignon, A, pour m'avoir invité, mais B, pour être un formidable pédagogue, parce que ce DU de nutrition des obésités, je fais de la pub du coup, hein, était vraiment pour moi extrêmement enrichissant, passionnant, même en distanciel. Voilà. Mais vraiment, j'ai appris beaucoup de choses et compris beaucoup de choses. Et puis, c'est l'approche humaniste était vraiment magnifique. Et ça, c'était vraiment formidable. Merci beaucoup à Mme Marine Vidal pour sa chouette organisation. Du béton, vraiment. Waouh, un plaisir. Je remercie bien sûr Mme Régis, Mme Grosse et Mme Puc pour leur aide en me fournissant des données. C'était vraiment gentil à elles de les partager. Je remercie Stéphane Thomasso, qui est mon complice dans les projets de formation des futurs soignants, qui est lui-même patient. Lui, il a fait un DU d'éducation thérapeutique et il vient de faire une seconde chirurgie bariatrique, c'est-à-dire après avoir eu une sleeve il y a 3 ans. Il a dû refaire un bypass en sachant que c'est quelqu'un qui va 3 fois par semaine au moins au travail avec 28 km de vélo aller-retour. Donc, on ne peut pas définir qu'il est resté assis à attendre de prendre du poids, vous voyez ce que je veux dire. Donc, confronté donc à une situation d'obésité compliquée. Voilà, donc Stéphane, salut. Alina Constantin, qui elle est engagée dans le ASO, l'Association européenne d'obésité, qui est aussi patient témoin et qui fait un gros travail. L'association Vivre avec ses formes 69, parce qu'on a travaillé ensemble, Katharina et Christine, sur un projet qui s'appelle Obéduo. Vous aurez peut-être vu passer ça, mais je vais publier ça sur LinkedIn dans pas bien longtemps. Nathalie Marquis, qui est une étudiante du professeur Ziegler dans son DU PEPS et qui m'avait interviewé en fait sur ces projets, mais qui a fait avancer ma réflexion. Donc merci beaucoup Nathalie. Olivier Tirbaz, qui est patient, qui a écrit un bouquin sur le parcours patient, qui va sortir. Vous le trouvez sur LinkedIn, Olivier, et qui fait un travail magnifique. Et bien sûr Rudy Caillé, voilà, qui est médecin à Colmar. Médecin hospitalier, et qui fait un très grand travail aussi dans le champ de la lutte contre la discrimination et la stigmatisation, outre d'être médecin. Et puis, bon, il y a un paquet de gens, je ne peux pas les citer tous. Voilà. Donc, je vous ai mis les petits QR codes aussi. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger, etc. Et c'est à vous. Voilà. Il reste du temps, finalement, pour les questions. C'est parce que je parle vite, en fait. Ah, mais je peux avoir sous la main. Ah, on se met là. Ah oui, très bien. Moi, je vais rebondir tout de suite sur le témoignage, évidemment, de Laurent, puisque c'est dans le champ pédiatrique que j'interviens, ou dans le champ adolescent. Donc, par rapport à ce que vous nous avez dit, justement, de la nécessité, pour accéder à ce statut, entre guillemets, de patient expert, d'avoir fait la paix avec soi-même, c'est peut-être un peu contradictoire, justement, avec l'âge du témoignage qu'on a vu et nous-mêmes enregistré, qui est un témoignage qui peut paraître un peu idéal. On a beaucoup discuté entre nous justement de l'intérêt de ce témoignage ou de faire intervenir ce jeune homme dans les parcours des futurs opérés, intentés, et pas tous les parcours d'ailleurs. Voilà. Donc ça a été beaucoup discuté et ça sera peut-être évaluable, nécessaire de l'évaluer d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est une première remarque. Et puis ensuite, par rapport à la sémantique que vous mettez autour effectivement de la définition du patient, patient témoin, moi c'est peut-être ce que témoin, et particulièrement chez l'adolescent, intenté d'une expérience qu'il a vécue. Et peut-être que l'avancée en âge de Laurent, qui va continuer son travail auprès des futurs opérés, va permettre évidemment de sa part de donner d'autres éléments de réflexion autour de ces difficultés. Parce que là, le petit reproche, entre guillemets, que l'on peut faire à ce témoignage, c'est évidemment d'idéaliser ce geste. Et ce n'est pas du tout dans notre objectif, vous le savez très bien, puisqu'il ne touche qu'une partie très infime des adolescents. C'est des gestes radicaux, voilà.
et que Laurent est effectivement un adolescent qui évolue aussi dans un contexte assez adapté et aidant, et voilà, où il y a quand même un cadre pour lui pour évoluer qui est bon. Donc voilà, moi c'est les simples remarques que je ferai sur cette notion de patient expert. Et la dernière, c'est sur la formation, effectivement, où le contenu de la formation, il est un peu variable en fonction des deux sources que vous avez citées. Donc ça, déjà, ça mérite un débat. Et ensuite, effectivement, l'intervention dans la formation d'anciens patients devenus experts, leur positionnement, leur qualité. Vous avez insisté effectivement sur les aspects un peu d'évaluation nécessaire ou du cadre nécessaire, et surtout de la vision et de la stabilité émotionnelle, de toutes ces choses-là qui peuvent évoluer au cours du temps. Alors, à fortiori chez l'adolescent. Donc, je pense que voilà, tous ces points-là se méritent, mais un intérêt évident dans l'intervention de votre expertise sur ces parcours-là, pour moi. Merci. Je ne sais pas si vous avez un commentaire à faire sur ce que vient de dire. Ah non. Merci beaucoup, madame. Non, moi j'ai beaucoup apprécié votre intervention. Je suis toujours méfiant vis-à-vis des patients experts. Je me permets de vous le dire parce qu'en consultation, je dis pas toujours quand même, mais je dis souvent aux personnes qu'on appelle les patients, déjà les mots sont importants. Je pense que le mot patient en lui-même n'est pas bon. Parce que vous dites, il ne faut pas réduire la personne à la maladie, mais la personne vous dit, vous êtes la patiente. Ben, vous êtes la patiente, hein. Vous êtes la patose, vous êtes celle qui souffre, vous êtes celle sur laquelle on agit. Donc on est déjà un peu contradictoire. Donc vous êtes une personne, hein, vous êtes une personne qui a vécu et qui vit avec une obésité et qui par là a une expérience, une expertise. Et si je me permets de dire, si je me méfie des patients, en tout cas des personnes expertes, parce que déjà vous avez raison et vous l'avez bien dit, se prétendre expert, de quoi suis-je expert? À part de moi-même, et encore que suis-je même expert de moi-même. Et si je me permets de le dire, c'est que je dis souvent aux personnes que j'accompagne, je dis, vous savez, moi les médecins me font peur. Parce que si j'ai peur des patients experts, j'ai aussi peur des médecins. Vous avez dit, il faut avoir fait un travail sur soi pour être, on va quand même utiliser le mot patient, pour être patient expert, oui, mais pour être dans une bonne relation de soins, que l'on soit patient ou que l'on soit médecin, il faut avoir fait un travail sur soi. Or, la vie de la majorité des personnes que nous accompagnons et qui vivent avec une obésité sévère, on l'a dit, on l'a répété, ont des histoires extrêmement difficiles. Et vous l'avez dit aussi, finalement, pour moi, que devons-nous apprendre? Patients, soignants, médecins, n'importe qui. Nous devons apprendre l'écoute. Et l'écoute, on le sait très bien, ce n'est pas le propre des médecins. Et ce n'est pas forcément le propre des patients, parce que l'envie de l'être humain, en premier, c'est de raconter son histoire. Et on a tous un petit peu d'ego, quand même. Et voilà. Et si je suis intitulé patient expert, je vais fortement avoir envie de partager cette expérience. Or, l'écoute est essentielle. Donc déjà, dans la formation médicale, je ne sais pas, dans la formation, et c'est vrai que je suis un peu comme Claire, j'aurais aimé connaître un petit peu le contenu de cette formation. Et quelle est la formation à l'écoute? Et à partir du moment où j'écoute des personnes avec une histoire de vie, mais là, je le souviens la semaine dernière, mais des histoires de vie, mais c'est pas difficile, c'est quasi inimaginable pour certains. Si même nous, médecins, nous n'avons pas fait un travail personnel, ben on n'est pas plus avantagé que la personne qui est patiente. La question, c'est de savoir quel travail avons-nous fait personnellement, et moi, c'est ce que, je ne sais plus d'où je le tire, mais c'est l'expression que j'aime bien, pour se laisser toucher sans se laisser envahir. Parce que une réaction, lorsqu'on n'a pas fait ce travail, d'avoir la capacité d'être touché et non envahi, c'est de mettre la barrière émotionnelle. Et là, nous nous transformons en soignants froids. Et un certain nombre d'entre nous, comme moi, peut-être moi dans les nouvelles générations, et encore j'en suis pas sûr, on nous a appris quelque part qu'il fallait bloquer l'émotion pour pouvoir soigner, qu'autrement on risquait de se laisser renverser. Et quelque part, c'est vrai. Patient, médecin, nous sommes avant tout, et vous l'avez dit, j'adhère complètement, je suis un être humain, avant d'être un médecin. J'ai eu une formation qui est avant tout une formation biomédicale plus qu'à l'approche humaniste.
puisque je n'en ai pas, moi, dans ma formation. Maintenant, il y a un petit peu de sciences sociales. Dans ma formation personnelle, j'ai eu 0 sciences humaines et sociales dans ma formation. Donc, c'est un questionnement que l'on se pose sur le tas. Donc, encore une fois, je vous remercie de votre présentation. J'ai trouvé que vous aviez la bonne posture, puisque vous, je vous avais un peu écouté, puisqu'on avait échangé à travers le début, mais c'était quand même surtout vous, même si j'essaye de laisser la parole à l'échange, j'étais quand même... Non, donc j'écoute, et j'ai trouvé que vous aviez la bonne posture. Merci beaucoup. Pour ce qui est de la formation, 2 mots. En fait, c'est une formation d'une semaine. On a eu divers intervenants, mais surtout, notre intervenant principal a utilisé la méthode ou l'approche de Carl Rogers, l'approche centrée sur la personne. Et ça a été terriblement éprouvant pour la moitié du groupe. En fait, ils n'ont pas survécu jusqu'à la fin. Carrément, parce que c'est extrêmement difficile. C'est-à-dire qu'on pose une question et on n'a pas de réponse à la question. C'est qu'est-ce que tu en penses? Et donc ça oblige à aller chercher des choses à l'intérieur de soi. Ça oblige à vraiment déjà écouter. Et ça a été vraiment, ça fait avancer énormément. Et comme il y a un groupe, il y a des échanges. Et j'ai appris quelque chose, figurez-vous. Ça va vous paraître bizarre, parce qu'en fait, j'ai un métier qui est aussi d'être écrivain, d'accord? Eh bien, une jeune femme a dit, mais est-ce que tu te rends compte que les mots ne veulent pas dire la même chose pour tout le monde? Et en fait, ça a été pour moi, c'était une lumière complètement, parce que ça ne m'était pas venu à l'esprit. Pour moi, un chat, c'est un chat, en fait. Ben non. Voilà. Il y a des gens pour qui un chat, c'est pas un chat. Et ça a été très important pour moi, ça a changé complètement ma façon d'écouter, en fait. Ben oui, peut-être qu'on ne donne pas le même sens au mot. Attention, quand vous dites un chat, c'est pas un chat, le chat de l'autre n'est pas forcément votre chat, mais son chat est un chat. C'est peut-être lui qui a le bon chat. Un bon chat, bon rat. Des questions dans la salle? Des commentaires, des interventions? Non. Non? 0 commentaire, 0 intervention. C'est fondamental, hein, quand même. Jeanne, je la présente puisque donc c'est elle qui est aux manettes du parcours de chirurgie bariatrique de la dose sur l'Institut avec l'équipe de Palavas. Et donc c'est vrai qu'elle connaît bien cette situation. Elle la vit. Oui, je connais Laurent en particulier qui vient témoigner à l'Institut Saint-Pierre. Et j'avais une question sur la formation. Vous parlez de formation de patients experts, mais Laurent, lui, il a fait la formation 40 heures ETP. Oui. Voilà, c'est la même chose. On parle de la même chose. Non. Non. Ah non. Pas du tout. Non. D'accord. Parce que la formation de patient expert, c'est plus centré sur le fait de vivre avec sa maladie, de prendre du recul, de comprendre son parcours, d'accepter son histoire. C'est basé là-dessus, avec des facultés d'écoute. L'ETP, c'est plus destiné à permettre à des personnes de coordonner, de travailler dans des parcours patients, accompagner, etc. Peut-être créer même des parcours. Mais pour des personnes qui vivent avec la maladie, qui ont fait un travail sur elles-mêmes et qui ont fait de l'ETP, ça va donner la même chose. Je parlais de mon camarade Stéphane. C'est finalement, voilà, ça correspond bien à la définition d'un patient expert. Donc, stricto sensu, si on n'a pas fait la formation patient expert, on n'est pas patient expert. Non, parce que là, du coup, Laurent, il a fait 40 heures ETP, lui. Stricto sensu, si on n'a pas une expérience de vie avec la maladie sur laquelle on a réfléchi, on ne peut pas être patient expert. Ça, c'est sûr. C'est qu'à l'inverse, on ne peut pas, si on a fait de l'ETP seulement et qu'on n'est pas patient, on ne peut pas devenir patient expert. La base, c'est ça. C'est la vie avec la maladie et la capacité de réfléchir dessus et de partager de façon adaptée et non « je plaque mon histoire sur toi ». Maintenant, pour une personne qui a fait cette démarche de réfléchir sur son propre parcours et qui fait de l'ETP, je pense qu'après, cette personne-là peut parfaitement être compétente pour mouliner son histoire, être en mesure de la restituer de façon appropriée et d'aider d'autres à travers son témoignage, son écoute. Vous voyez ce que je veux dire? Mais à un moment donné, je ne peux pas, demain matin, aller frapper une porte et dire « Coucou, c'est moi le patient expert ». Et qu'on me dise bah, « Tiens, entre ». Non. Qu'est-ce que tu as fait, d'où tu sors, pourquoi, comment, etc. Et à quel titre tu viens me voir pour... Voilà, je pense que c'est important. Il y a quand même des témoignages de personnes qui ont été accompagnées par des personnes qui se sont autoproclamées patients experts, et ces personnes-là se sont suicidées. Hein. Donc on ne rigole pas, là.
Moi, quand je vous écoute, j'ai un peu une question. Mais comment est-ce qu'on peut faire de l'ETP si on n'est pas patient expert? Finalement, formation à l'éducation thérapeutique me fait quand même un minimum de retour et de réflexion sur la pathologie quand même à la base. Oui, mais tout le monde peut, tout le monde peut faire de l'ETP. Oui, je sais que tout le monde peut faire de la obligé, formation. y compris quelqu'un qui a aucune- Théoriquement, je sais Oui. qu'on peut faire tout. Tout le monde peut s'inscrire et faire de la formation à l'ETP. Mais je me pose la question, et plutôt sur votre expérience, est-ce que c'est raisonnable de découpler les deux? Est-ce qu'il ne faut pas déjà être patient expert pour pouvoir faire de l'ETP ensuite? Alors, j'en sais rien. C'est-à-dire que ça voudrait dire Difficile, que hein, les comme seuls question. coordinateurs, ça voudrait dire que les seuls coordinateurs de parcours ETP seraient forcément des patients experts. Ça va limiter la disponibilité des Je coordinateurs. parle pour les patients, pas, Oui. pas les soignants. Oui. Les soignants, ils ont toute une formation qui est une formation de soignant quand même. Quand on a fait infirmière, Bien sûr. ça et tout, on a quand même toute une formation. Par contre, Oui. le patient qui va arriver en ETP, il arrive en ETP. Il n'y a rien qu'à préparer. Ah oui, alors non, oui. Avant. Pardon, j'ai pas compris votre question. Donc oui, je pense qu'il faut les deux. Oui, du coup. Voilà, je pense trouve que ça c'est- un peu brut d'écoffrage, je dirais, de tomber Oui. dans l'ETP sans une formation de base, quelle qu'elle Je soit. suis d'accord, mais pour les personnes qui ont fait un DU d'ETP, c'est un peu plus que les 40 heures. Et dedans, il y a un vrai travail sur soi. Bon, c'est le cas de Stéphane. Et en fait, moi, au départ, quand il s'intitulait patient expert, je regardais un peu comme ça. Et puis, j'ai beaucoup échangé avec lui et j'ai vu tout le travail qu'il a fait sur lui-même. Donc, du coup, voilà, on est tranquille. Il faut différencier Ouais, les les 40 heures et le DU DU. et les 40. Voilà, c'est pas la même chose, je pense. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous avez montré que vous nous formez. Donc moi, je suis professionnelle de santé impliquée dans le TP. Et parfois, on sollicite les patients et puis on les aide, ils trouvent mieux que nous leur place dans les programmes. Et je trouve qu'il y a une autre formation aussi, en tout cas moi, qui m'a beaucoup formée. On n'a jamais fini, hein, c'est pas parce qu'on a fait une formation qu'on est formé. C'est la formation au partenariat patient-soignant. C'est-à-dire que comment est-ce qu'ensemble, on construit une séance, comment ensemble, on trouve la place qu'on prend ou qu'on ne prend pas. Et parfois, on donne toute la place aux patients. Et puis, il y a aussi cette collaboration, elle s'entraîne. Et puis, comme c'est qu'avec des personnes qui sont toutes différentes, c'est jamais fini. Mais je trouve qu'il y a les professionnels qui essayent de faire leur boulot au mieux, les patients, experts, témoins, qui essayent au mieux aussi de transmettre. Et pour ne pas faire l'un à côté de l'autre, on a besoin aussi de moments un peu comme ici, hein, et puis un peu aussi comme quelque chose, et puis j'aurais envie de vous inviter au comité opérationnel du partenariat en santé. On anime des analyses de situation. Et là, on décortique ensemble qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, comment. Et c'est que des situations uniques, mais du coup, chaque fois, on apprend un petit peu de ce qui a fait que ça a bien marché ou de ce qui a fait que ça a fait un peu flop, quoi. Avant que Béatrix te réponde, peut-être dire quand même qui tu es. Catherine Corbeau, je suis médecin de santé publique. Je coordonne les programmes d'éducation du patient dans une association qui est présidée par Antoine Avignon. Et je suis aussi, ça Antoine il ne le sait pas, au comité opérationnel du partenariat en santé, où je co-anime des analyses de pratique, où vraiment, parce que c'est peut-être un peu... Maintenant, on a quand même peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans selon les pays d'expérience du partenariat en santé, et on n'a pas fini d'en comprendre tous les risques, vous avez dit, hein, c'est intéressant, mais aussi les potentialités encore plus énormes que ce qu'on pensait si on tricote bien ensemble. Je pense que la clé, c'est ça, c'est de tricoter bien ensemble, en fait. Parce que je pense que une équipe avec un patient expert et un praticien de santé, c'est un peu comme un mariage, hein, d'une certaine manière. Il vaut mieux s'entendre bien. Et ça va être ça, en fait. Je pense que ça va être aussi se choisir, à être en bonne harmonie, en bonne intelligence, et savoir fixer qui fait quoi et comment. Donc, si ce que vous avez mis en place vous paraît satisfaisant, alors voilà, bravo. En fait, je dirais plutôt ça. Enfin, je pense qu'il ne faut pas être manichéen, il ne faut pas être, vous voyez ce que je veux dire, être extrêmement fermé. Les seules mises en garde, pour moi, que je signalerais, c'est le fait que le patient, expert ou témoin, etc., reste une personne avec ses fragilités de vie,
ces difficultés en face d'une situation donnée auquel on peut plus ou moins s'identifier, plus ou moins intervenir, et selon les caractères de chacun, on peut avoir une envie de pouvoir. Et franchement, l'envie de pouvoir, c'est vachement facile. Hein. C'est vachement facile. Parce que quand vous vous rendez compte de la fâche... Moi, j'ai constaté il y a très longtemps déjà, quand j'étais dans les gros fortissimos et qu'on avait des réunions, et que je voyais des personnes qui arrivaient en larmes, épuisées, malheureuses, etc. Et je voyais, quand je disais un petit mot gentil, comment elles me regardaient. Et je m'étais dit à l'époque, tiens, j'ai un problème de sous, je vais faire gourou de secte, ça va être super. Ben, c'est une tentation quand même, hein. C'est facile, vous voyez ce que je veux dire. Donc, sans pousser bien sûr la caricature jusque-là. Ce que je veux dire, c'est que voilà, il faut veiller à ces fragilités de la personne qui vit avec une histoire difficile, qui a eu des blessures, et qui peut trouver son équilibre. S'il y a une bonne synergie, c'est-à-dire ça peut arriver que le patient expert dise, je suis désolé, cette fois-ci, je ne vais pas être en état, je me sens très mal, j'ai un petit coup de blues, il vaudrait mieux que je ne vienne pas à cette session-là parce que je ne vais pas être... Voilà, ça ne va pas aller. Alors, ça, c'est bien. Vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, il faut vraiment trouver son équilibre. Et si ce que vous avez trouvé marche, aide les patients, waouh, génial. Tricoter. Peut-être dernière question. Oui, bonjour, c'est Géraldine Lévy, je suis médecin à l'hôpital de Béziers. Je me posais la question du coût de ces formations. Est-ce que du coup c'est un coût personnel que vous avez eu? Est-ce qu'il existe des financements possibles? Et voilà, en tout cas, merci beaucoup pour votre présentation qui était très claire et j'ai rencontré des personnes qui étaient intéressées. Je vais pouvoir les orienter vers ces formations. Merci. Donc oui, il y a un coût, bien sûr. Alors, il se trouve que pour l'association en date, j'ai eu la chance de bénéficier d'un échange de compétences parce que je les ai beaucoup aidés pour refaire leur site Internet, réécrire et tout. Et donc, en échange, ils m'ont offert la formation. Donc, du coup, génial. Mais c'est vrai que sinon, on était en plusieurs milliers d'euros. Alors, bah oui. Donc, du coup, Gloop. Eh ben oui. Eh ben, Gloop. Donc, c'est ça, c'est compliqué. Donc, alors après, je crois qu'ils commencent il y a des choses qui sont agréées, j'ai oublié quoi, donc ils sont peut-être possibles dans des financements d'entreprises, mais voilà. Après, je pense que aller trouver son employeur et dire voilà, moi je veux devenir patient expert obésité, chirurgie bariatrique, c'est pas, voilà, et je voudrais que vous m'aidiez à payer ça, ça va pas être facile à lui demander non plus. Hein. Ah oui, oui, CPF, super, oui. Merci, oui, tout à fait.